Le 3 janvier 1946, un peu plus de 6 mois après la fin de la Seconde Guerre mondiale, le général de Gaulle crée le Commissariat général du plan, chargé de réfléchir et d'impulser la reconstruction de la France. 80 ans plus tard, la guerre a fait son retour en Europe avec l'invasion russe de l'Ukraine. L'Alliance Atlantique avec les États-Unis créée au sortir de la guerre vacille et les ruptures technologiques s'enchaînent. Mais le travail du Haut Commissariat à la stratégie et au plan, son nom depuis 2025 est toujours de partir du présent pour anticiper l'avenir. On en parle aujourd'hui sur Euradio avec le Haut Commissaire, ancien ministre chargé des Affaires européennes entre 2020 et 2022. Bonjour Clément Beaune. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté Merci à vous. L'invitation d'Euradio. D'abord, en quelques mots, quelles sont les missions du Haut Commissariat à la stratégie et au plan que vous dirigez ? Alors le plan, c'est depuis effectivement 80 ans, exactement cette année, une petite institution. Ce sont les périodes entre 60 et une centaine de personnes au maximum qui conseillent le gouvernement à sa demande sur des grandes tendances, des évaluations de politique publique aussi. Mais je dirais plus généralement, c'est une boîte à idées pour essayer de mettre dans le débat public, avec une liberté de proposition, des sujets qui sont mieux étayés, plus originaux que ce qui peut exister peut-être dans le débat public traditionnel. Et depuis le départ, il avait cette double mission, parce qu'au début, il faisait de la planification stricto sensu, si je peux dire, des chiffres, des objectifs de production pour reconstruire le pays, mais aussi, dès 1946, et ça faisait partie de ses missions originelles, ça faisait partie de l'ambition de Jean Monnet, des idées, et puis en méthode, et c'est très important, essayer de faire dialoguer un certain nombre d'acteurs du débat de société, du débat public, qui ne pensent pas la même chose, des forces politiques différentes, mais aussi le patronat et les syndicats, comme on disait à l'époque, ou comme on peut dire parfois encore aujourd'hui, des organisations non gouvernementales, des think tanks. Et moi, j'ai voulu renouer avec cet ADN en faisant par exemple un grand exercice de prospective qui est en cours, ou en réunissant régulièrement des gens qui ont des points de vue différents, par exemple sur des grands projets d'infrastructure, faire dialoguer des constructeurs du BTP et puis des organisations environnementales et les ONG du climat. C'est aussi cette méthode Monnet qui a inspiré le plan et qui fait encore son ADN aujourd'hui. Justement, c'était la question d'après. Le premier à avoir occupé votre poste, enfin celui de commissaire général au plan, c'était donc Jean Monnet, l'un des pères fondateurs de l'Europe. En quoi son action, elle vous inspire, vous, aujourd'hui, d'occuper le même siège finalement que Jean Monnet ? Alors évidemment, il est difficile d'être Jean Monnet et personne ne l'a été vraiment depuis, mais c'est une inspiration. C'est une inspiration et une ambition qui reste, je crois, intacte. D'abord, une conviction qui, à l'époque, était très courageuse et très audacieuse de lier le destin de la France et le projet européen. Jean Monnet, en même temps qu'il fut le premier commissaire général du plan, comme on disait à l'époque, entre 1946 et 1952, a aussi travaillé, il l'assumait complètement, à la fondation d'un projet politique et économique européen, parce qu'il pensait que c'était complètement intégré, que la reconstruction, le rayonnement de la France ne pouvait se faire qu'avec cette nouvelle ambition européenne. C'était évidemment complètement fou, même en fait à l'époque, dès 1946, de travailler à ça, c'est-à-dire même pas un an après la fin de la guerre, et dès 1950, avec Robert Schuman, qui était son complice, et le ministre des Affaires étrangères de l'époque, d'annoncer, de créer, de lancer une première communauté européenne, la fameuse CECA, la communauté européenne du charbon et de l'acier, pour mettre en commun les moyens qui, quelques années encore auparavant, avaient permis de faire la guerre et de s'affronter, de s'entretuer en Europe. Donc il y avait cette idée d'être créatif, d'être ambitieux. J'ai voulu renouer notamment avec cette ambition européenne de plusieurs façons, par exemple en demandant systématiquement à mon équipe que dans tous les rapports qu'on produise, et c'est une de nos valeurs ajoutées aujourd'hui, il y ait des comparaisons avec les autres pays européens, pas pour faire la moyenne ou pour être dans la bonne moyenne européenne, mais pour s'inspirer d'idées des autres et puis pour exporter aussi nos bonnes idées, nos succès, nos réussites, parce qu'on a plein d'atouts en France qu'il faut aussi défendre en Europe. Et puis on a ouvert pour asseoir en quelque sorte cette ambition européenne, une toute petite antenne à Bruxelles avec une personne qui est en permanence là-bas et qui nous nourrit d'idées du débat européen et permet aussi de valoriser nos rapports, nos idées, nos propositions. Je prends un exemple très concret. On a fait un grand rapport sur la Chine, la menace commerciale du rouleau compresseur chinois, comme on l'a appelé dans ce rapport du mois de février. Et à Bruxelles, on relaie cette idée qu'il faut se protéger mieux, changer nos outils européens. Et ce débat commence à prendre forme. Il est relayé en Allemagne, aux Pays-Bas et à Bruxelles même. Voilà, donc on est aussi, si je peux dire, des combattants de nos idées à l'échelle européenne. Oui, justement, vous avez donc choisi de donner cette dimension européenne dans les travaux du Haut Commissariat. Et l'une des priorités pour vous, c'est l'affirmation, vous l'avez rappelé en septembre dans une tribune au journal Le Monde, l'affirmation d'une souveraineté européenne. Comment elle doit s'affirmer aujourd'hui, cette souveraineté européenne, dans le contexte que je décrivais très brièvement au début de cette interview ? On voit bien le besoin
dans les tensions du monde actuel, géopolitique, ces dernières semaines, et sans doute ça va durer, la guerre ou la crise au Proche-Orient, la guerre qui n'a pas fini, même si elle est moins présente dans le haut de l'actualité en Ukraine, un rapport compliqué, différent de ce qu'on a connu ces dernières décennies aux États-Unis, des demandes d'élargissement à l'Europe qui montrent son attractivité aussi, des pays qui frappent à la porte, y compris l'Ukraine, pour demain. Tout ça fait qu'on doit repenser notre projet européen lui-même. L'idée de souveraineté européenne, c'était de dire, non pas l'opposer à la souveraineté nationale, on reste dans le cadre de la nation et du peuple français et de l'État évidemment, mais de dire si on veut être plus fort, il faut renforcer des compétences et des projets à l'échelle européenne. Et à l'inverse, on voit bien que le Royaume-Uni, 10 ans après le Brexit dans quelques semaines, est peut-être plus indépendant, dans le sens où il décide plus librement, c'est un fait, puisqu'il a moins de contraintes, de discussions à avoir avec ses partenaires européens dans le cadre de l'Union. Mais il est moins souverain aussi, j'en suis sûr, parce qu'il a moins d'impact dans le monde. Ses accords commerciaux, il n'a pas pu les négocier. Ses règles environnementales, elles sont les règles européennes qu'il applique sans les décider, parce qu'il n'a pas la capacité, en étant 8 fois plus petit que le reste de l'Europe, à nos portes, et avec nous comme premier partenaire commercial, de décider de manière déconnectée de ses partenaires européens. Et on voit bien, y compris sur les enjeux de sécurité et géopolitique, qu'on a besoin de recréer ce partenariat avec le Royaume-Uni, que lui a besoin de nous encore plus. Donc, le message de ce slogan, si je peux dire, de souveraineté européenne, qui est un raccourci assumé, c'est de dire notre souveraineté française, nationale, notre rayonnement, notre impact passe par une Europe plus forte. Et vous l'avez cité, les États-Unis. Il y a aussi de l'autre côté du monde, j'ai envie de dire, la Chine. Bien sûr. Vous avez cité ce rapport publié en février par le Haut Commissariat sur la menace chinoise pour l'industrie européenne. On en avait d'ailleurs parlé sur Euradio. Très concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que l'Europe doit faire pour contrer cette menace? Vous savez, dans la concurrence du monde, dans les crises du monde, malheureusement, l'une ne chasse pas l'autre. Et donc, c'est pas parce qu'on a les yeux rivés, à juste titre, sur la crise d'Ormuz, malheureusement un peu moins sur l'Ukraine, mais il ne faut pas l'oublier, je le disais, que pour autant, les sujets qu'on connaît, de pression commerciale chinoise, de concurrence industrielle chinoise massive, auraient disparu. Pas du tout. Et ce qu'on montre dans ce rapport, c'est qu'il ne faut pas oublier cette menace, y réagir, et surtout qu'elle s'est amplifiée. Pense qu'elle s'est stabilisée, en fait elle s'est amplifiée massivement ces dernières années. Depuis le Covid, il y a une croissance massive, à 2 chiffres chaque année, des exportations de la Chine vers l'Europe. Et d'ailleurs plus vers l'Europe que vers les États-Unis, parce qu'eux se protègent davantage. Et donc si on ne veut pas être balayé dans certains secteurs, si on ne veut pas que le cœur productif de l'Europe, en termes de pays, l'Allemagne en tête, mais aussi en termes de secteurs, ceux qui ont fait la réussite industrielle européenne ces dernières décennies, je pense à l'automobile, mais aussi à la pharmacie, mais à la machine-outil, à la plasturgie, si on veut que tous ces secteurs ne soient pas fragilisés et parfois détruits, eh bien il faut réagir. Il faut réagir par l'innovation et l'investissement, bien sûr. Ça c'est le volet, je dirais, offensif, positif, mais on ne peut pas compenser 30 à 40% d'écart de coût, c'est ça la réalité, à qualité égale, voire supérieure côté chinois, sans avoir des instruments de protection. Tous les pays du monde, à commencer par la Chine elle-même, ont des instruments de protection commerciale. L'Europe a un peu amélioré les choses, sous impulsion et pression française ces dernières années. On a renforcé les instruments de défense commerciale, les mesures anti-dumping, ce qu'on appelle l'instrument anti-coercition, bref, toute une sorte de boîte à outils meilleure qu'avant, mais c'est trop lent, c'est insuffisant, c'est pas à la hauteur du défi chinois. Et donc si on veut se protéger, il faut qu'on repense complètement notre logiciel européen. Certains disent des droits de douane, c'est une piste qu'on évoque dans notre rapport, d'autres évoquent, comme aux États-Unis, ce qu'on appelle une section 301, c'est-à-dire la capacité de mettre des taxes sectorielles très vite pour protéger un secteur menacé par le concurrent chinois en l'occurrence. Bref, on peut débattre des modalités, mais il y a urgence, et d'ailleurs je me félicite que, parce que ce débat s'agite un peu, le Conseil européen du mois de juin va être consacré à la menace chinoise. Certains acteurs économiques disent aussi qu'il y a trop de règles en Europe. Qu'est-ce que vous pensez de ces critiques? Oui, je crois que c'est vrai, mais attention, parce que ça, c'est un slogan un peu réducteur. Est-ce qu'il y a trop de règles pour protéger notre santé? Certains en demandent plus, à juste titre. Nos agriculteurs, ils ont raison, ils veulent, on l'a vu dans le débat sur le Mercosur, que quand on a des échanges commerciaux avec le reste du monde, Mercosur ou ailleurs, on leur impose des règles et on contrôle. Chez nous, le respect de nos propres règles par ces acteurs extérieurs. Il faut parfois des règles harmonisées entre pays européens pour que, sur la qualité de l'eau, sur l'interdiction de certains pesticides, on ait les mêmes standards partout en Europe. Donc ça passe par des règles à l'échelle européenne, quitte à supprimer des règles nationales pour simplifier et avoir une seule règle pour 27. Donc attention, et je le dis aussi, la Chine
on parlait de compétition avec la Chine, est très forte aujourd'hui pour se saisir des règles et en faire des instruments de compétitivité. La Chine investit tous les organes de standardisation, de normalisation, comme on les appelle à l'échelle internationale, pour définir les règles sur votre téléphone, sur le véhicule électrique, sur demain le véhicule autonome, etc. Donc attention, les règles, ça peut être aussi un outil de protection, de compétitivité. Mais il faut bien doser. Et je crois que la question, c'est pas les règles en soi, c'est l'équité. C'est ce qu'on appelle en anglais le level playing field, le terrain de jeu équitable, pour que quand il y a une règle imposée à nos producteurs ou à nos agriculteurs, on ait la même pour ceux qui exportent vers l'Europe. On peut avoir des règles très ambitieuses, mais il faut qu'on applique les mêmes règles à ceux qui veulent aller sur le marché européen. Si on le fait à l'échelle nationale, on n'y arrive pas, on est trop petit, on aura des représailles commerciales. Si on le fait à l'échelle européenne, on est suffisamment puissant, on a le premier marché ouvert du monde avec le marché unique européen pour imposer. Il faut avoir cette conscience de notre force, des standards, des règles, des contrôles aux autres pays du monde. Le Haut Commissariat à la stratégie et au plan fête cette année ses 80 ans d'existence. Notre invité est l'actuel Haut Commissaire, l'ancien ministre des Affaires européennes, notamment Clément Beaune. L'autre constat que vous soulignez régulièrement avec le Haut Commissariat, c'est celui de la baisse démographique. Vous avez publié une note début mai où vous rappelez que l'Union européenne comptera 11% d'habitants en moins d'ici 2100. Ça va poser évidemment beaucoup de problèmes, notamment pour le financement du système de protection sociale. Quelle doit être la réponse de l'Europe face à ce constat qui est là, qui est implacable ? Alors, il faut avoir l'honnêteté de dire qu'il n'y a pas de réponse facile et d'une certaine façon, heureusement, parce que c'est pas l'État, c'est pas l'Europe, encore moins, qui décide pour les familles, les couples, chacun d'entre nous, nos projets d'enfants, nos projets de vie, heureusement. Et d'ailleurs, les pays qui essayent de le faire de manière autoritaire n'y arrivent pas bien. Donc il faut garder des choix. Simplement, il y a deux types de politiques, je crois, qu'on peut défendre et analyser. On a fait cette proposition avec une note de comparaison européenne aussi sur les politiques familiales qui marchent. Ce qui ne marche pas très bien, objectivement, c'est les politiques de chèques. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas d'allocation familiale pour aider les familles qui ont une charge de famille, une charge d'enfant évidemment. Mais ce n'est pas ça qui va déclencher votre projet d'enfant supplémentaire. Ce qui va que des familles qui ont envie de faire des enfants ont soit un premier enfant, soit d'autres enfants, c'est des politiques, ce qu'on appelle d'accueil du jeune enfant, c'est-à-dire d'aide ou d'accompagnement au moment de la naissance, où il y a des coûts supplémentaires particuliers, où il y a un changement de vie, il faut s'adapter, il faut presque d'une certaine façon se former, parfois être accompagné, surtout dans des familles en difficulté. Et puis encore plus, les modes de garde, les crèches concrètement, les places en crèche. Et on sait que c'est des pays qui ont des politiques d'aide, d'accompagnement, de garde bien organisées, bien financées. La Suède est un bon exemple, la France aussi est pas si mal placée en Europe pour ça, qui soutiennent le mieux et le plus efficacement les libres choix ou la réalisation des projets d'enfants de familles qui pourraient vouloir, si je puis dire, passer à l'action, mais ne le font pas parce qu'ils se disent que le logement est trop cher, ça sera trop compliqué de faire garder les jeunes enfants, etc. Donc c'est des politiques qui aident les familles, aussi des politiques un peu connexes, je pense justement à la question du logement. On a perdu en gros l'équivalent d'une chambre, donc d'une chambre d'enfants, entre la génération de jeunes actifs actuels et leurs parents, et celle de leurs parents. Et donc, si on veut accompagner des projets d'enfants qui ne se réalisent pas, qui sont bloqués aujourd'hui, eh bien, il faut, si je puis dire, appuyer sur ces différents leviers qui sont les modes de garde, le soutien au logement, notamment au logement des familles de classe moyenne qui sont en grande difficulté pour accéder au logement dans les grandes villes. Et sur cette question du financement, comment on finance la protection sociale, les services publics avec cette démographie qui est en baisse ? Il faut être clair, la politique familiale, ce qu'on dit, on est raisonnable ou pragmatique, c'est qu'il y a déjà plusieurs points de PIB, à peu près 3% du PIB qui est consacré en France. Ce n'est pas forcément nécessaire d'augmenter cette dépense-là dans l'absolu. Il vaut mieux la réorienter. Et si on voit que ce qui marche le mieux, c'est justement l'aide au mode de garde, les places en crèche, très concrètement, eh bien, essayons de mettre le paquet au sein de notre dépense de politique familiale sur ce type d'action-là. C'est ça qui donnera les meilleurs résultats. Et puis, la démographie, c'est globalement un problème, mais il y a aussi quelques gains, si je peux dire, à court terme. Quand vous avez moins d'élèves dans les classes, vous avez ce que certains appellent, je suis prudent, mais une cagnotte démographique. Vous dépensez un peu moins pour l'éducation nationale si vous avez un peu moins de profs, un peu moins d'encadrants. Vous pouvez réinvestir cette cagnotte démographique, soit dans certaines actions de politique familiale ciblées, soit les garder, si je peux dire, au sein du système éducatif pour avoir des profs, par exemple, mieux payés, ou avoir dans certains cas un meilleur accompagnement dans des quartiers difficiles, dans des zones rurales où on a besoin de garder des petites classes, même s'il y a moins d'élèves. Donc on a un certain nombre de moyens
qui vont se libérer, qui vont nécessiter des choix politiques et qui vont permettre en partie d'affronter ce choc démographique. Mais je veux le dire, il faut être lucide. On peut avoir des bonnes politiques familiales, des bonnes politiques de logement, s'inspirer des politiques qui marchent le mieux ou des pays qui ont la meilleure natalité. C'est pas ça qui va empêcher le choc démographique, qui est sans doute durable, qui est d'ailleurs visible partout en Europe et même bien au-delà, donc qui est une tendance mondiale, qui ne va pas s'inverser comme ça. Et donc, vivons aussi avec, en ayant conscience que, par exemple, si on veut garder un modèle social de qualité avec cette baisse de la natalité, il y a la question de l'immigration économique qui va se poser. Il y a la question du temps de travail tout au long de la vie, pas forcément chaque semaine, chaque mois ou chaque année, mais est-ce qu'on part à la retraite plus tard ? Sûrement, oui, il le faudra. Comment on organise ça en tenant compte de la pénibilité de certains métiers ? C'est ça les grandes questions aussi qui doivent se reposer sans tabou pour affronter le choc démographique. Et en France, on a un peu tendance à pas vouloir parler de la retraite. Voilà, on ne travaillera pas plus tard. On ne va pas vouloir parler d'immigration économique. Attention, c'est dangereux et c'est sensible. Il faut parler de ces sujets. Et c'est tout l'enjeu de cette opération de prospective dont vous avez Exactement. parlé au début de cet entretien. On a parlé des enjeux économiques, on a parlé de cet enjeu démographique. Il y a aussi l'enjeu démocratique. Je pense à cette note d'avril sur les ingérences et sur le bouclier démocratique européen. Vous alertez régulièrement sur ces menaces qui touchent l'Europe avec les campagnes de désinformation qui viennent de Russie. Notamment. D'abord, que pensez-vous de la réponse actuelle de l'Union européenne face à ces menaces, à cette ingérence ? Il y a une prise de conscience. Il faut quand même regarder le verre à moitié plein. On n'est plus dans la naïveté qu'on a pu connaître parce que c'était très nouveau. Il y a quelques années, tous les pays européens savent, la France a été encore touchée dans ses élections municipales, qu'à chaque campagne démocratique, il y a en France, en Allemagne, dans les pays baltes, partout en Europe, des ingérences russes notamment, plus ou moins organisées, qui ciblent certains candidats, certains partis politiques ou qui aident certaines formations d'extrême droite le plus souvent à être mieux relayées sur les réseaux sociaux, etc. Et malheureusement, parfois, on voit que ça vient aussi des États-Unis. Elon Musk, d'une certaine façon, a commis des actes d'ingérence en utilisant son réseau pour valoriser des contenus. On l'a vu dans la campagne allemande il y a quelques mois. Donc, il faut se protéger. Ça va durer, ça va même s'amplifier. Avec Nathalie Loiseau, qui est une députée européenne très engagée sur ces questions au Parlement européen, on a proposé, parmi d'autres, 2 mesures supplémentaires. Une au niveau national, qui marche très bien au Canada, c'est qu'il y a une sorte de conseil des sages, indépendant, respecté, de personnalité neutre politiquement, qui signale à l'opinion publique quand il y a une opération d'ingérence, pour être cru, pour que les gens soient alertés sur le fait que s'ils voient partout sur les réseaux sociaux tel ou tel contenu, c'est pas l'opération du hasard, c'est qu'il y a une campagne, une politique organisée d'ingérence. Ça, c'est un point très concret qu'on pourrait utiliser. Le Canada en est très satisfait, ça a permis d'identifier des menaces. Et puis, on propose aussi une forme de task force ou de bouclier démocratique européen. Très concrètement, on a tous aujourd'hui des agences, en France, c'est Viginum par exemple, qui repère, détecte des ingérences, mais quand on est face à des menaces par centaines ou par milliers d'un coup au cœur d'une campagne électorale, on l'a vu en Roumanie il y a quelques mois, il faut qu'on s'entraide. Et donc on pourrait imaginer que quand il y a un pays qui a une grande élection législative ou présidentielle au sein de l'Union européenne, d'autres pays avec leurs experts, leurs propres agences, aident pendant cette période, mettent à disposition des experts et des compétences pour qu'on se protège mieux, on détecte mieux et on riposte mieux à ces ingérences qui vont encore une fois être une donnée croissante de toutes nos campagnes électorales. Il y a aussi la question du financement des médias. On voit que certains acteurs de désinformation ont beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'il faut faire pour contrer ça, pour mieux financer finalement les médias qui, eux, produisent une information sûre, vérifiée ? Ça, c'est une question qui est compliquée parce que c'est pas non plus le rôle de l'État de choisir en quelque sorte dans les médias. En revanche, il doit garantir le pluralisme. On l'a plutôt bien organisé en France comme ailleurs en Europe dans notre système audiovisuel traditionnellement. Simplement, c'était un monde dans lequel jusqu'à il y a encore une dizaine d'années, une quinzaine d'années, il n'y avait pas des réseaux sociaux qui sont une source d'information, parfois la première source d'information pour beaucoup de jeunes. Donc il faut trouver les mêmes règles, c'est ce que fait notamment le DSA au niveau européen, pour sanctionner des réseaux, des auteurs de comptes, des détenteurs de comptes qui relaieraient des fausses informations. On estime que vous avez sur les réseaux entre 10 et 20% des informations relayées sur les réseaux qui sont fausses, qui sont simplement contraires à la réalité, qui disent quelque chose qui n'est pas la vérité. Donc il faut être sans pitié sur la détection et la sanction de ces comptes, fermer des comptes pour la campagne électorale s'ils créent des ingérences ou relaient des fausses informations. Et puis sur le financement
des médias. Ça passe notamment par quelque chose qui est important, qui est très attaqué aujourd'hui, c'est financer un audiovisuel public de bonne qualité, avec des moyens d'agir, des exigences aussi, parce qu'il doit être exemplaire et justement respecter le pluralisme. En France, comme au Royaume-Uni avec la BBC, comme ailleurs en Europe, on voit bien qu'il y a des attaques très politiques contre cet audiovisuel public. S'il a été créé, c'est justement pour une bonne raison, qui reste encore plus vrai aujourd'hui avec la concurrence des réseaux sociaux et ses actions de désinformation, c'est qu'il a l'exigence, contrôlé par un régulateur, d'assurer le pluralisme, que toutes les opinions s'expriment avec les mêmes temps de parole, d'accès à l'opinion. Et ça, on doit consolider et moderniser notre audiovisuel public à l'heure de la désinformation. Très rapidement, vous avez évoqué au début de cette interview une grande opération de prospective qui va être lancée par le commissariat le haut commissariat que vous présidez. Quelle forme ça va prendre dans les prochains mois ? On a lancé cet exercice il y a quelques mois, début octobre, un exercice de prospective, c'est dans l'ADN du plan. On a parlé de ces 80 ans, depuis en gros les années 60, tous les 10 ans à peu près, il y a un grand exercice de réflexion sur l'avenir pour éclairer le présent, comme vous le disiez. C'est pas une boule de cristal, mais c'est quelques tendances qu'on essaie de mieux comprendre pour mieux décider maintenant. Et cet exercice, on va le restituer au début de l'été, à la fin du mois de juin ou au début du mois de juillet, et dans des grands domaines comme le climat, comme la démographie qu'on a évoqué, comme les finances publiques et d'autres. On va essayer, avec beaucoup de regards différents du secteur privé, du secteur associatif, du secteur public, de proposer des outils de réflexion, évidemment pas une vérité pour demain, mais des outils de réflexion pour s'interroger sur l'impact de l'IA, sur le véhicule autonome, sur nos modes de vie et d'habiter dans 10, 20 ou 30 ans. C'est cet exercice de prospective qui sera rendu public dans quelques semaines maintenant. Et de quoi alimenter le débat, on l'imagine, à l'occasion notamment du scrutin présidentiel de 2027. Merci beaucoup Clément Beaune. Je rappelle que vous êtes haut commissaire à la stratégie et au plan. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui sur Euradio. Merci.